Breguet 14 dans le ciel d'Occitanie comme un voyage dans le temps. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'époque où des hommes vont utiliser cet appareil pour s'attaquer au vol longue distance, traverser les Pyrénées, la Méditerranée, mais surtout les immensités désertiques africaines. Un authentique exploit dont je prends vraiment la mesure en volant à bord de cette réplique de Breguet 14, la seule capable de voler dans le monde. Alors ces pilotes et mécaniciens qui embarquaient à l'époque étaient de véritables aventuriers, le corps offert aux éléments, au froid, au vent, à la pluie, et avec comme seul guide une boussole, un chronomètre et une carte. Bien évidemment, pas de GPS, ni de radionavigation, ni même de radio tout court à l'époque. Ces hommes, ce sont les pionniers de l'aéropostale, des aventuriers qu'aujourd'hui Toulouse a décidé d'honorer en ouvrant un musée qui leur est consacré. Il est basé à Montaudran, le temps de se poser, et on se retrouve juste après sur cette piste mythique. Il y a du monde au grand balcon, de la lumière dans les couloirs. Des fauteuils sous les blousons, Mermoz a débarqué ce soir. Un homme revient à notre bar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle et en direct consacrée à l'ouverture aujourd'hui à Toulouse de l'Envol des Pionniers, le musée consacré à l'aventure de l'aéropostale, musée installé au bord de la piste de Montaudran, terre d'envol des lignes Latécoère dès leur début. Le premier vol date du 25 décembre 1918, c'était donc il y a 100 ans, presque jour pour jour. Alors cette piste a été renommée justement la piste des géants, car c'est sûr, c'était de grands hommes, c'est Latécoère, c'est Dora, Syntex, Mermoz et consorts, des visionnaires de grands aventuriers défricheurs d'espace, de Toulouse à Dakar, puis au-delà de l'Atlantique jusqu'à Santiago du Chili. Ils sont les inventeurs de l'aviation commerciale que nous connaissons aujourd'hui. Voilà qui méritait bien un musée et une émission spéciale pour son ouverture au public. Mais avant de visiter les lieux, de vous présenter nos premiers invités, premier survol sur cette aventure extraordinaire, faite d'authentiques exploits, mais aussi émaillée de nombreux drames. Thierry Santos. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale. C'est ainsi que naît l'épopée de la ligne. Une exceptionnelle aventure humaine, technique, industrielle. Survoler le plus grand désert du monde, le Sahara. Traverser l'Atlantique Sud, le poteau noir, et franchir la cordillère des Andes. Le projet de Latécoère était considéré comme fou. Transporter du courrier puis des passagers par avion de France au Chili. Les machines étaient incertaines, elles ne dépassaient pas les 400 km de rayon d'action, et ils n'avaient aucune expérience des grandes navigations. C'est Didier Dora qui fut chargé de mettre en œuvre l'idée de Latécoère, avec succès, mais à quel prix? Toulouse-Montaudran était un espèce de champ qui ressemblait plutôt à une exploitation agricole qu'à une exploitation aérienne. Et cependant, c'est de là que sont sorties toutes ces belles âmes, tous ces hommes magnifiques. C'est dans les hangars vétustes de Montaudran qu'ils ont découvert la beauté du travail. La plupart étaient très jeunes, bien sûr, en arrivant, et ne savaient pas ce qu'était la vie, ce qu'était l'existence. Ainsi, la ligne se construit étape par étape entre 1919 et 1925. Malgré des pilotes et des mécaniciens d'exception, les escales sahariennes connaissent leur drame. Accidents, dépannage, enlèvement et rançon, la ligne perd ses premiers équipages. Mais le courrier finit par passer. La religion du courrier se forge. Encore incapables de traverser l'Atlantique, ce sont des avisos rapides qui relaient le courrier en 4 jours jusqu'au Brésil. Puis, un jour,
l'exploit de la traversée est réalisé. Le 12 mai 1930, Mermoz décolla de Saint-Louis du Sénégal à destination directe de Natal, à 4200 km de là. Il survole l'Amazonie, encore plus dangereuse que le désert en cas de panne. Mais le grand obstacle ultime, c'est le franchissement de la cordillère des Andes. Henri Guillaumet et ses Potez 25 la traverseront 393 fois. En 1930, le 13 juin, le mauvais temps faillit lui coûter la vie. Un atterrissage forcé en altitude l'oblige, pour ne pas mourir, à marcher 4 jours et 3 nuits jusqu'aux premières habitations. À son retour, il déclare à son ami Syntex « Tu sais, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. » Voilà, on va maintenant rentrer dans le détail autour de cette fabuleuse histoire avec nos premiers invités, à commencer par Jean-Claude Nivet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des très grands spécialistes de l'histoire de l'aéropostale. Vous connaissez parfaitement le sujet et vous avez de très nombreuses anecdotes sur la ligne. Et on compte sur vous, bien sûr, pour nous en raconter quelques-unes tout au long de cette émission. À côté de vous, Bernard Chabert, que les passionnés d'aéronautique connaissent très bien, puisqu'il est à l'origine de la mythique émission aéronautique de France 3, Pégase, dont j'étais d'ailleurs un très grand fan. Et je suis d'ailleurs toujours très admiratif de votre travail, de votre culture. Et c'est donc un honneur de vous accueillir. D'autant plus, et ça peu de gens le savent, vous êtes un enfant de l'aéropostale. Racontez-nous pourquoi. Parce que mon papa est entré... Alors, Jean-Claude vient de me le dire, je ne connaissais pas la date d'entrée de mon père à l'aéropostale, qui à l'époque était encore la TECOR, ou non, déjà l'aéropostale. C'était le 1er décembre 1929. Il y est rentré, engagé par Didier Dora, parce qu'il était pilote, mais aussi parce qu'il aurait dû être notaire à Mazamet, dans la région de Mazamet, et que donc il avait fait des études de droit, puis il parlait bien espagnol. Et Dora, à l'époque, avait besoin de gens qui soient à la fois pilotes, suffisamment éduqués pour faire un peu de diplomatie politique avec les représentants du gouvernement espagnol, au Maroc espagnol. Et donc il avait besoin de gens comme lui pour diriger une escale qui était l'escale de Villa Cisneros sur la côte saharienne. Il a donc côtoyé tous les grands noms. Et c'est comme ça qu'il les a côtoyés, il a volé avec eux, il en a dépanné un certain nombre et puis il a continué jusqu'en 1967. Il fait donc partie, on va dire, des fondateurs d'Air France. Bon, merci en tout cas d'avoir évoqué son souvenir avec nous. Alors, on est sur les lieux mêmes de cette histoire, Montaudran. Ici, on était dans les ateliers. Derrière vous, un Samsung 2A. C'est cet avion qui a fait le premier vol. À l'époque, il avait des ailes et une queue, hein, bien sûr, qui a fait le premier vol avec Pierre-Georges Latécoère à bord, dont on a ici le casque avec lequel il a volé, les surbottes avec lesquelles il a volé également. On se rend compte que l'équipement avait bien changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce premier vol entre Toulouse et Barcelone, ce 25 décembre 1918 ? Ce premier vol donc, a lieu le 25 décembre. C'est une forme de pari. La TECOR a déposé le 2 décembre son avant-projet auquel il doit prouver que c'est possible. Et donc, chaque fois qu'il doit prouver, la TECOR doit prouver que c'est possible. Il emboîte le pas et il démontre que c'est possible. Et donc, c'est bien parti de ce champ d'aviation qui était un champ, ici, et nous sommes ici dans ce bâtiment 30 qui est en fin de compte l'un des hangars d'où partaient toutes les pièces pour toutes les escales du réseau. À quoi ça ressemblait Montaudran à l'époque de la création de la ligne ? C'était un champ, c'était véritablement un champ, c'était presque agricole, c'était même pas vraiment nivelé parce que les avions de l'époque avaient des roues suffisamment grandes pour se poser à peu près partout. Et donc c'était surtout l'usine, la TECOR, enfin les ateliers, la TECOR, qui pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, avaient construit des avions pour l'armée, pour les besoins de la guerre, qui étaient sous licence ces avions-là, des avions d'observation. Et à la fin de la guerre, sur le gazon, enfin sur l'herbe, gazon c'est anglais, sur l'herbe devant les bâtiments, il y avait des rangées d'avions comme ça, tout neufs, qui étaient prêts à être livrés, mais que l'armée n'a finalement pas pris en compte, il n'y en avait plus besoin. Et donc la TECOR, avec un de ses grands proches, véritables amis, frères intellectuels, on va dire, Beppo de Massimi, avec Beppo de Massimi, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines qui finalement ne servent plus à rien pour faire la guerre.
et ils se sont mis à délirer, il n'y a pas d'autre mot, sur le concept de tout ce qu'on pouvait transporter à l'époque dans des petits avions comme ça, c'est-à-dire du courrier. Ouais. Et ils ont fait une véritable étude de marché. On va revenir dans le détail dans un instant, Bernard, mais on va d'abord visiter ce musée pour vous donner peut-être envie de venir ici. C'est Frédéric Fraisse qui va nous servir de guide. Et Fred, vous êtes actuellement dans la toute première salle qui accueillera les visiteurs. Eh oui, Pierre-Jean, c'est ici que débute notre plongée dans l'histoire de l'aéronautique et on est tout de suite mis dans l'ambiance grâce à de très jolies figurantes en costume d'époque. Bonjour mesdames. Grâce aussi à toutes ces photos mises en valeur dans un éclairage, par un éclairage tamisé. Toutes ces photos, tous ces objets, on peut apercevoir ce siège par exemple d'hydravion, un Laté 631. Alors c'est sûr, on a fait plus confortable depuis, mais c'est ça Pierre-Jean qui est fabuleux avec tous ces objets et toutes ces photos, c'est de pouvoir suivre le fil de l'histoire. Ici des photos de ce site industriel, le centre de révision Air France à Montaudran. Et on peut voir aussi ces ouvriers, ces mécanos qui travaillaient. On peut réaliser un petit peu mieux ce qui était leur quotidien sur ce site industriel et prendre part à cette histoire. Alors il y a beaucoup de choses à voir dans cette première salle. On prendra le temps ensemble au cours de l'émission de découvrir tout ça. Je vous réserve quelques surprises, quelques ateliers très ludiques aussi. Et en attendant, je vais tenter, Pierre-Jean, de comprendre à quoi peuvent bien servir ces pièces usinées qui sont exposées ici. Bon courage Frédéric et à tout à l'heure. Alors Bernard, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais tout est parti du besoin d'envoyer du courrier loin. Aujourd'hui, on a une communication tous azimuts. On a du mal à croire qu'on a pris autant de risques pour transporter des petits bouts de papier. À l'époque, Latécoère et de Massimi avaient fait une véritable étude de marché. Finalement, ils étaient modernes dans leur conception du business. Ils avaient découvert qu'un des flux les plus importants en matière d'échange de correspondance, principalement business d'ailleurs, était entre la France et l'Amérique du Sud, le continent sud-américain. Et donc à l'époque, par bateau, un pli, une lettre, mettait 3 semaines, si ce n'est plus. Et donc après avoir étudié les performances évidemment de ces avions qu'ils fabriquaient ici même sous licence Samson, ils s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient quand même gagner pas mal de temps. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin du processus, quand Latécoère a passé les manettes à Beppo de Massimi un peu plus tard, en gros, une lettre, même en prenant en compte la traversée maritime entre le Sénégal et le Brésil, une lettre mettait plus que 8-9 jours, en gros, pour partant de Toulouse, par exemple, arriver à Rio ou à Santiago, pas Santiago d'ailleurs, à Buenos Aires. Les Andes, ça a été un peu plus tard, il a fallu attendre un peu. Et ce courrier est devenu véritablement sacré, plus sacré que la vie des hommes, même Jean-Claude. Oui, mais pour bien comprendre, je rajouterai au propos de Bernard qu'en 1919, Latécoère, centralien, et c'est aussi un industriel, et il fait ses études de marché. Ce sont 2000 tonnes de courrier à transporter entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc ce n'étaient pas des aventuriers, des fous, quoi. Non, il sait que derrière, il faut gagner du temps. Et il y a également, depuis une trentaine d'années, des mouvements phénoménaux de population européenne, allemande, italienne, portugaise, espagnole et française, qui ont été donner leurs bras en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil. Et ces familles ont des cousins, des enfants, des parents, et il faut échanger. Et en plus, après la guerre de 14-18, il y a eu 5 ans de... Toutes ces familles n'ont jamais eu de nouvelles, les entreprises, mais les familles. Il y a ce besoin de recréer du lien entre toutes ces familles et tous ces personnels. Alors, et donc, au nom de ce courrier, on va prendre tous les dangers, car piloter dans ce type d'appareil, c'était pas donné à tout le monde. C'était pas très sécure, comme on dit aujourd'hui. Non, les avions de l'époque étaient... l'aviation, entre guillemets, avait 15 ans d'existence. Une guerre, c'est vrai, durant laquelle il y avait pas mal de progrès techniques qui s'étaient produits. Et on avait donc on avait mieux appris à construire les avions. Mais exploiter des avions sur des distances quand même importantes, exploiter des avions qui étaient au début des avions de guerre, même pas modifiés, à peine modifiés pour transporter quelques kilos de courrier, parce que c'était pas plus que ça. C'est devenu une espèce de Pony Express du ciel en 3 dimensions, avec un peu la même mentalité, avec le même principe de relais de poste en poste. Et les postes, à l'époque, étaient remplacés par ce qu'on appelait des aéroplaces. Et donc,
littéralement, toute l'équipe de l'ATECOR, menée par Didier Dora, toute cette équipe a inventé littéralement l'aviation commerciale telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Tout à fait. Et la difficulté principale aussi des pilotes, c'était pas simplement de rester en l'air, c'était aussi de savoir où ils étaient parce qu'ils naviguaient avec rien. C'est un véritable défi parce que pendant la guerre, les pilotes ne volent que par beau temps. Et là, il faut voler tous les jours, respecter l'horaire, quel que soit le temps. Et ça, c'est une idée nouvelle qu'il faut absolument mettre en œuvre parce que sinon la Poste ne donnera pas sa confiance. Pourquoi donner du courrier à des avions s'ils vont moins vite que d'autres moyens de transport? Et c'est tout à démontrer. Combien de morts au total tout au long de l'histoire de la ligne? À peu près 160, vous m'aviez dit, c'est ça? Oui, on dit un tous les 100 km. Comme la ligne fait 16 000 km, c'est à peu près 160 décès. Alors, on va s'intéresser à celui qui menait tous ces hommes. On a parlé de Pierre-Georges Latécoère, mais sans Didier Dora, il n'y aurait pas eu d'histoire de l'Aéropostale. Et je vous propose d'écouter cet homme au caractère bien trempé. Il nous raconte sa première rencontre avec Mermoz. L'interview date de 1964. En 1926, lorsque Mermoz se présenta devant moi à Montaudran, je vis apparaître un jeune homme à l'allure athlétique, extrêmement sympathique, mais dont la tenue négligée attestait un certain désordre dans la manière de vivre et de penser. Mermoz arrivait chez nous, repoussé, en somme, rejeté par la société. C'était un homme généreux, animé des plus beaux idéaux, qui n'avait pas trouvé précisément le moyen de servir cette société qu'il aimait. C'est ainsi que j'ai décidé de le faire travailler avec nos ouvriers, nos mécaniciens. Car, visiblement, Mermoz ignorait toute la richesse qui se cachait dans le cœur de ces hommes. Et lorsque il fut mis à l'établi, à leur côté, il s'est pris à aimer ses compagnons et à avoir confiance en eux, à en faire des confidents. Et ses compagnons lui ont peu à peu fait découvrir la vie, comme d'ailleurs ils l'ont fait puisque c'était devenu chez nous une méthode. Ils l'ont fait avec tous les pilotes qui se sont succédés, aussi bien Saint-Exupéry, l'aristocrate, qu'avec Guillaumet, le laboureur. Voilà donc pour cette interview, véritable petit bijou de Didier Dora. Alors il évoque des noms qu'aujourd'hui tout le monde connaît, Mermoz, Guillaumet, Syntex. Pourquoi ces hommes-là sont devenus des stars ? Finalement, parce que c'était des personnages, c'est une espèce de casting de rêve. Je crois que ce qu'il faut voir dans l'histoire de l'Aéropostale, il y a eu d'autres compagnies aériennes qui se sont créées simultanément. Mais d'une part, la plupart des autres allaient soit moins loin, soit volaient à l'horizontale, on va dire, sur les parallèles. Alors que celle-là, elle partait d'ici, elle partait de Toulouse, donc de France, et après elle commençait à couper à travers le globe et elle allait de plus en plus vers l'équateur, puis elle passait l'équateur, puis ensuite elle devait traverser un océan et ensuite elle arrivait sur un autre continent en Amérique du Sud. Il y avait cette espèce de démesure et également le fait que c'était une ligne qui allait nord-sud, sud-nord et qui a donné d'une part à cette ligne qui lui a donné un truc différent. Moi un jour il m'était venu en parcourant lors d'un rallye, on en fait de temps en temps sur la ligne. Et je m'étais dit, c'est le chemin de Compostelle des aviateurs français. Vrai, il y a de ça. Et donc, ça a exactement cette texture. Et ensuite, le temps a fait que ces personnages sont devenus des espèces de vedettes parce que des gens comme Kessel sont bien racontés leurs exploits. Oui, et Jean-Claude, sans danger, est-ce qu'ils seraient devenus des stars, ces gens-là ? Non, c'est forcément parce qu'il y avait des mécaniques qui ne fonctionnaient pas bien,
parce qu'il y avait la montagne, le désert et la mer. Et il y avait des barrières infranchissables à chaque fois, à chaque nouvelle étape. Toulouse, franchir les Pyrénées, une barrière infranchissable. Le désert, ensuite, en 23-25, une barrière infranchissable. Ensuite, le Brésil, déjà, on en parle beaucoup moins. La cordillère des Andes, toujours infranchissable. Chacun aussi a réalisé des exploits que l'histoire a retenus. Beaucoup d'autres pilotes et mécaniciens ont fait des choses extraordinaires. Mais il faut bien aussi qu'il y ait des porte-drapeaux, et ils en font partie. Le rôle de Syntex là-dedans est aussi primordial. C'est l'inventeur du roman aventurier pilote. C'est lui aussi l'inventeur du mythe du pilote qu'on a encore aujourd'hui. Hein, il y a pas d'autre. Je ne connais pas une autre compagnie aérienne. Je ne connais même pas la NASA pour parler de un peu l'équivalent moderne au niveau de la grandeur de ces aventures. Je ne connais pas une entité qui ait bénéficié de personnages comme Syntex, c'est-à-dire d'un des auteurs les plus phénoménaux du monde, le Petit Prince aujourd'hui. C'est le plus traduit dans le plus de langues après la Bible. C'est en gros 130 millions d'exemplaires vendus. Dites ça à n'importe quel prix Goncourt, vous allez voir, il va défaillir. Donc cette compagnie aérienne, menée par un type comme Dora, qui lui-même était dans le casting, était extraordinaire, avec dans le casting toute une population de gens avec des gueules comme Mermoz, avec des types comme Guillaumet qui étaient plus solides qu'un, je sais pas moi, que la Tour Eiffel. Avec des gens comme ça ne pouvait devenir qu'un mythe. Et c'est devenu un mythe. Et c'est devenu un mythe qui est encore bien présent aujourd'hui. On a d'ailleurs eu la chance de rencontrer le petit-neveu de Saint-Exupéry. Il était là cette semaine pour l'inauguration du musée. Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après. Vous allez voir, il y a vraiment une ressemblance physique entre lui et son aïeul. On s'habitue en fait à cette notoriété incroyable qu'il a dans le monde entier, mais on ne s'habitue pas à, d'une part, rencontrer des gens, des fans, soit du Petit Prince, soit de Saint-Exupéry, qui ont des choses à raconter dans leur vie personnelle, comment ils ont découvert Saint-Exupéry, comment ils ont découvert le Petit Prince, parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions. Et puis les objets comme ça, cette combinaison-là, la montre de Guillaumet, voilà, ces objets nous parlent. Ces gens-là, ils avaient en quelque sorte inventé Internet avant l'heure, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils portaient le courrier plus vite. C'est ça qui est incroyable. Ils nous parlent de cette amitié aussi, cette solidarité entre les pilotes, donc cette ambiance incroyable qui devait régner dans cette entreprise, la TECOR, puis l'Aéropostale. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'était pas un petit peu temps que Toulouse rende enfin hommage à ceux qui sont l'origine de sa vocation un siècle après? Mon Dieu, je crois qu'il est 3 jours moins le quart, la fin de 100 ans, voilà. Je crois qu'il était temps, et en effet, cet anniversaire vient à point. Mais tout vient à point, qui sait attendre, voilà, et l'important c'est que ça existe. Et ça, il faut remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet depuis des années, depuis 20 ans, parce qu'on en parle depuis 20 ans. Allez, on va poursuivre notre découverte de cet envol des pionniers. On a vu les gants de Saint-Exupéry à côté de son descendant. On a ici le casque et les bottes de Pierre-Georges Latécoère, mais il y a également d'autres reliques authentiques dans ce musée. Et Frédéric Fraisse, vous êtes à côté de 2 d'entre elles. Oui, je vais continuer, Pierre-Jean, à vous équiper pour être un parfait aviateur de l'époque, car parmi les nombreux objets exposés ici, il y en a de très grandes valeurs symboliques, comme l'étui à cigarette et la montre Gousset d'Henri Guillaumet. Alors pas celle, bien sûr, qu'il a laissée dans les Andes au cours de son incroyable épopée après son accident, relaté par Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, mais l'on veut croire que cette montre a accompagné Guillaumet au cours de ses nombreux survols héroïques des Andes, qu'il a jeté sur elle des regards inquiet pour estimer ses réserves de carburant, qu'il a aussi été rassuré en voyant qu'il se trouvait là où il le voulait, à l'heure qu'il le voulait. Quant à l'étui à cigarette, gravé façon carte postale de New York 1939, eh bien, on imagine là le plaisir qu'il avait à en sortir une après un de ces vols éprouvants, dont la modestie légendaire de ces pilotes de l'époque leur interdisait de dire les réelles difficultés rencontrées. Mais une fois de plus, avec tous ces objets, on peut partager un tout petit peu de ce qui était leur histoire, de ce qui était leurs émotions. Merci Frédéric. Jean-Claude, vous avez d'autres morceaux de bravoure à nous raconter, dignes de celui de Guillaumet? Oui, sur la ligne, en bravoure, on a Henri Rosès par exemple. Il était très respecté par les tout nouveaux, qui étaient Mermoz, Guillaumet ou d'autres, parce qu'il y avait les anciens avant eux. Il suffisait d'avoir 2-3 années de plus sur la ligne pour être déjà un ancien. Et
Quand Rosès est arrivé au grand balcon, il parlait peu, il revenait de remonter le courrier de Barcelone et du Sud. Et il disait simplement « j'ai eu la tête dans les nuages et les pieds dans l'eau ». Et eux, ils avaient compris que ça avait été très dur. Bernard, vous aussi peut-être une anecdote sur ce côté un petit peu surréaliste de leur aventure, parce que c'est vrai qu'on traversait, on amenait du courrier à destination, mais on prenait des risques pour sa propre vie. Il y avait, c'est des gens qui vivaient d'une manière assez intense, mais de façon extrêmement personnelle, puisqu'ils volaient pratiquement dans des monoplaces. Ils étaient seuls à bord, du moins au début, sur les 10-15 premières années. Mais ensuite, ils ont commencé à voler en équipage. Puis il y avait les escales. Et les escales ont donné lieu à la création d'une sorte de folklore. Il y avait l'escale de Casablanca, par exemple, où un certain nombre effectuaient des exploits, on va dire, rentrant par exemple dans le plus beau restaurant de Casa de l'époque, monté sur 2 chevaux et avec des Amazones en croupe qui étaient, bon, disons, non pas de mauvaise vie, mais à l'époque c'est ce qu'on disait. Et donc ça avait même obligé Didier Dora à pondre une note de service pour interdire, du moins pour tenter d'endiguer chez ces gens-là la nécessité de temps en temps de laisser partir la vapeur. Mais le côté panache, c'est aussi ça qui fait le charme des pilotes. Hein. Et en fin de compte, ils reçoivent une note comme quoi il n'est pas normal pour une compagnie comme le renom de la TECOR de voler entre 50 cm et 1 mètre du sol. Voilà. Parce qu'ils volaient bas également. Mais ce qu'il faut voir, en tout cas, ils ont eu des femmes et des petites amies et elles ont vécu de leur côté une aventure absolument phénoménale. Et ma mère m'a souvent raconté que le plus difficile était parfois d'enterrer quelqu'un qui n'existait plus, il n'y avait plus rien de lui puisqu'il avait pu tomber dans l'eau, et d'avoir une veuve de 23 ans ou 24 ans, qui souvent d'ailleurs n'était pas française parce qu'ils avaient une fille dans chaque pays, on va dire, et ils les ramenaient. Ma maman était italienne, il y avait une roumaine, la femme de Pierre Larcher. Et donc, ça a été une aventure humaine, mais mari, femme, amant, et des gens, si vous saupoudrez ça avec des types comme Mermoz, qui avait une... Mermoz aurait pu aujourd'hui être une superstar de cinéma avec la gueule qu'il avait et son style. Syntex, qui était capable, qui est quand même un des plus grands écrivains du XXe siècle. Vous mélangez tout ça et vous avez une histoire qui donne le vertige et on se dit, mais comment le destin a pu imaginer un truc pareil ? C'est une épopée, une vraie épopée. Ils ont tous des gueules, ils ont des gueules. Et dans ces petites histoires, chaque pilote et les mécanos qui les accompagnent de temps en temps, ils savent qu'ils vont avoir une panne. C'est une panne toutes les 100 heures de vol. Donc ils sont fatalement obligés de prévoir à chaque fois qu'ils sont en vol, de voler si possible le plus haut possible, parce qu'ils savent qu'ils vont tomber en panne. Donc ils ont toujours ce réflexe, et dans les consignes de Didier Dora, ces pilotes d'ailleurs, de toujours surveiller un possible terrain. Et dans ces cas extraordinaires, on a Jean Denis. Ce qu'on fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. La plupart allaient aux courses de taureaux en Espagne pour se détendre dans les boîtes de nuit, et Jean Denis, lui, il n'aimait pas ces pratiques barbares, comme il dit, et il allait, sortait son chevalet, et dès qu'il était en panne, on savait, Jean Denis allait peindre les oliviers d'Espagne. Voilà, il y a un romantisme aussi autour de cette histoire, peut-être parce qu'elle est née juste après la Première Guerre mondiale. Il y avait ça d'une part, mais aussi il y avait le fait qu'il découvrait des trucs merveilleux. Quand mon père était chef d'escale à Villa Cisneros, Syntex avant, il était chef d'escale à Cap Juby, l'escale d'avant. Et entre eux, ils s'étaient parlé du fait qu'il existait des champs de météorites dans l'intérieur des terres. Et donc, il arrivait, quand ils avaient du temps, ils prenaient un des avions de l'escale, parce qu'il y avait des avions de dépannage, et puis ils partaient, ils allaient se poser sur une espèce de plateau à l'intérieur du Sahara, mais à 20 ou 30 km de la côte. Et puis, ils amenaient de quoi manger, et puis ils se mettaient sous l'aile, ils dormaient sous l'aile, ils passaient une nuit sous les étoiles. Et par terre, il y avait des petits cailloux profilés qui étaient des météorites. Ouais. Et en même temps, c'est des gens qui habitaient dans un fortin espagnol, dans un camp disciplinaire espagnol, qui était ravitaillé en eau une fois par semaine par un navire citerne qui venait des Canaries. Nulle part, hein. Et il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. C'est des types qui vivaient l'extrême, à la fois l'extrême grandiose de la beauté du monde, dans des endroits fabuleux comme le désert,
et puis en même temps qui vivaient à la dure, mais ils s'en rendaient même plus compte. Ils étaient en pleine épopée. Allez, on vous écouterait parler pendant des heures de ces héros, mais il est temps de retrouver Frédéric Fraisse pour continuer à nous faire visiter ce musée. Et je suis maintenant devant un moteur Renault de 600 chevaux qui équipait entre autres le LAT28. Et c'est la fiabilité de ce moteur qui a permis ensuite d'envisager de traverser l'Atlantique. Je me trouve également aux côtés de Thierry Sentous, que les téléspectateurs connaissent bien puisque vous êtes journaliste à la rédaction de France 3 Midi-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes ici sous une autre casquette puisque vous faites partie de ceux qui ont permis à l'envol des pionniers d'exister. Quel est l'esprit que vous avez voulu insuffler à ce lieu? C'est l'esprit pionnier, c'est-à-dire celui de la curiosité et de l'envie de découvrir ce qu'a été cette aventure humaine, technique et puis industrielle. On le voit bien aujourd'hui à Toulouse. Donc ici, ceux qui viennent aujourd'hui, ils sont très très nombreux. Je crois qu'on est déjà à près de 1500 entrées depuis le début de l'après-midi. Eh bien, on veut les amener avec nous. On veut leur faire faire un voyage dans le temps qui va leur permettre d'approcher un petit peu ceux qui ont été les pionniers de l'aviation civile ici à Toulouse et même en France. L'idée depuis le début était de faire partager le quotidien, les émotions de ces pilotes, de ces mécanos qui ont participé à cette fabuleuse histoire aéronautique. Alors les émotions, les leurs ont été très fortes. Nous, on espère simplement que les gens qui viennent ici ressentiront un petit peu quelle était leur vie, quelles étaient leurs difficultés, quelles étaient leurs problématiques. Des objets personnels qui leur appartenaient sont présents. Ils sont là pour justement susciter cette curiosité. Et puis beaucoup d'interactivité, beaucoup d'ateliers, beaucoup de films, de sons, de voix, d'objets, de participation du visiteur. Ici, le visiteur participe, il est interpellé et il doit lui-même parfois jouer un rôle. Bientôt, un simulateur de Breguet 14 va arriver au mois de juin. Il pourra même piloter l'avion des pionniers dans des conditions proches de celles qu'étaient les vols de l'époque, puisqu'on a reconstitué tout, même le vent et les odeurs du moteur. On verra ça au mois de juin. Et alors Thierry, au vu des réactions du public, est-ce que le pari est réussi? Il y a beaucoup de monde, vous l'avez dit, mais il y a vraiment beaucoup de monde pour l'ouverture. Oui, le pari de la popularité est réussi parce qu'ici, c'est inscrit l'ADN de notre ville et au-delà de notre région. Cet ADN industriel dont l'économie de tout notre territoire dépend beaucoup aujourd'hui. Donc le public est au rendez-vous, d'abord parce qu'il se sent concerné, mais on verra si le pari est gagné dans 6 mois, dans 1 an, quand la régularité des visites sera là. Au moment de l'ouverture, on a toujours énormément de succès. On l'avait avec la machine, c'est la même chose ici. Mais on verra ça dans quelques mois. Et pour cela, on va créer des événements toute l'année. On va tenter la reconstruction d'un LAT28 ici, derrière le Samson qui a déjà commencé. On va essayer d'attirer tous les anciens des métiers de l'aéronautique à se rassembler autour de nous pour reconstruire un LAT28. Ça sera la première fois depuis 1930 qu'un LAT28 est construit ici à Toulouse. Donc rien que ça va animer toute l'année et ça va attirer beaucoup de monde. L'histoire continue et nous on continuera tout à l'heure notre visite. Merci Frédéric, merci Thierry. Merci également à vous messieurs de nous avoir fait partager votre passion dans l'aéropostale et votre immense savoir. Merci vraiment. Je signale d'ailleurs que Bernard Chabert, il y a un livre que vous sortez actuellement qui s'appelle L'Homme Fusée aux éditions Privat et qu'on vous retrouve également sur votre chaîne TV. Vous avez bien réussi, dites donc, votre chaîne TV qui s'appelle Aérostar. Merci, messieurs. Allez, on va quitter quelques instants Montaudran pour nous intéresser à un autre site incontournable de l'aéropostale à Toulouse. Ce lieu, c'est l'hôtel du Grand Balcon où loger les équipages de la ligne. Installé place du Capitole, il est bien connu de tous les Toulousains et le chanteur Art Mengo a décidé de lui rendre hommage avec son dernier album intitulé La Maison des Ailes, c'était le surnom donné à l'hôtel par Mermoz, album qui dans son intégralité d'ailleurs évoque l'aventure de l'aéropostale. Art Mengo se devait donc d'être dans cette émission, on le retrouve dans quelques instants. Il y a du monde au grand balcon, de la lumière dans les couloirs. Des fauteuils sous les blousons, Mermoz a débarqué ce soir. Un homme revient à notre part, demain le tram au saut du lit, Montaudran l'avion Gibraltar, ou la plus belle femme dans son lit. Ah, on est accueillis grandement, comme dirait l'autre. Par les 3 mousquetaires. Ouais, donc Mermoz, Guillaumet, et là-bas c'est Syntex. Syntex, un bon petit besoin. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que ça vous inspire, ces visages? Je sais pas, je vois des héros, je vois Mermoz qui était un peu celui qui était le casse-cou. Le bel homme qui était un peu celui qui ouvrait le bal, qui était le pilote d'essai, celui qui faisait les premiers essais des lignes.
Guillaumet, en plus qu'un bon pilote, c'était une force de la nature. Et puis un autre fou là-bas, mais qui lui savait narrer les choses, qui était le narrateur. Et c'est Syntex. Et c'est grâce à lui que voilà, on a aujourd'hui tout le compte rendu de l'histoire, quoi. Michel, ce qui est incroyable, c'est que derrière ces photos, avant, il y avait le réfectoire, c'est ça? Absolument. Enfin, on le voit d'ailleurs dans le film le Grand Balcon, où ils étaient tous attablés dans un restaurant, ils se retrouvaient tous là. À nouveau, pour la ligne d'aviation? Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue, jeune homme. Merci, monsieur. Garandou. Enfin, j'en vois un. J'en vois un de ces nouveaux facteurs. Monsieur Garandou. Donc là, on est à l'endroit où à manger, Guillaumet, Mermoz, Syntex. Certainement, il y a des fantômes. Ouais. Avec bandoneon perché sur des guitares de Buenos Aires. Si je devais choisir 1 heure, 3 minutes entre 10 millions, je retiendrai ton corps frondeur qui pensait oui, qui disait non. Moi, j'ai toujours été bercé par le tango. Moi, quand j'allais au judo, tous les samedis matins, dans la voiture de mon père, il y avait du tango, donc j'étais bercé par ça. Et quand on pense aux deux, on se dit, bon, ben voilà, le tango va très bien avec l'aviation. Parce qu'il faut savoir que quand même, le tango nous a été amené aussi par Mermoz, qui est revenu un jour ici et qui a jeté un 78 tours sur le lit des sœurs Marquez qui tenaient l'hôtel en disant, regardez ce qu'on écoute là-bas en Argentine. Ah, je ne connaissais pas l'anecdote, Voilà. c'est incroyable. Que nos souvenirs tango loin, la mémoire est restée fidèle. Il reste ville main dans la main et 2-3 choses de Gardel. On va continuer notre tour d'horizon du Grand Balcon. On va monter dans la chambre de Saint-Exupéry. Mais avant cela, je vous encourage à découvrir la coulisse de cet hôtel, la coulisse de son histoire surtout. C'est avec Michel Pech et Jacques Levet. Et on se retrouve juste après. Il est en plein centre-ville, place du Capitole. Une modeste pension de famille dans les années 20, tranquille, tenue par 3 femmes, les sœurs Marquez et Risette Masson. 3 trentenaires célibataires et bien comme il faut. Et puis un jour, c'est un parfum d'aventure qui passe la porte. Un jeune pilote débarque, tombe amoureux du lieu et fait venir tous ses copains. Petit à petit, la pension de famille qui ronronnait tranquillement s'est trouvée un petit peu agitée parce que tous ces pilotes, les chevaliers du ciel de l'époque, avaient 25 ans, 30 ans grand maximum. La nuit, parfois, les pilotes portent sur leur dos les jeunes filles pour éviter que les talons aiguilles ne réveillent les tenancières. La pension se remplit de rires, mais aussi de larmes, quand on apprend qu'un ami a disparu sur la ligne, écrasé sur la montagne, dans la mer ou dans les sables du désert. Comme ils frôlaient la mort tous les jours, ils avaient l'habitude de vivre pleinement quand ils n'étaient pas en vol. Et donc petit à petit, les 40 chambres sans ascenseur qui étaient cet hôtel étaient investies par l'ensemble du personnel des lignes aériennes à la Tecoyen. Aujourd'hui, la pension de famille est devenue depuis 2008 un hôtel 5 étoiles. Les chambres des pilotes sont devenues des suites, luxueuses. Un grand hôtel digne de la place du Capitole. Tout refait? Tout détruit? Non, pas du tout. Certains éléments sont classés et conservés, les moulures, le carrelage, l'ascenseur et surtout la fameuse chambre 32, la chambre de Syntex. Le plancher est d'origine, le lavabo, le bidet et la cheminée avec le miroir, là-bas. Le reste a été chiné par un antiquaire dans le respect des meubles du style de l'époque 1920-1930. C'est la seule chambre de l'hôtel qui a été ainsi conservée dans son jus. À l'époque, c'était la plus belle. Elle a conservé son âme. C'était important pour les nouveaux propriétaires. Il y avait un désir mémoire et surtout de respect de l'histoire qu'il y a eu dans cet hôtel. Et ça fait le caractère de cet hôtel. Donc cette histoire extraordinaire. Il y a très peu d'hôtels dans le monde qui ont une histoire aussi riche que l'histoire du Grand Balcon. Pour vous qui exprimez des sentiments à travers des textes et des musiques, quelle est, selon vous, la particularité de Saint-Exupéry dans son récit? Saint-Exupéry, c'est vraiment Enfin, moi, ce que j'aime chez lui, c'est son âme d'enfant qu'il a gardée, quoi. Et je pense qu'il disait qu'on est
on est de l'enfance comme on est d'un pays. Et c'est ce qui va expliquer plus tard d'ailleurs Le Petit Prince. Ouais, c'est vrai. Et il y a vraiment cette idée d'être un héros presque de BD, quoi, de monter dans des avions, d'aller s'envoyer en l'air dans tous les sens du terme d'ailleurs. Dans cette piole notamment. Et je crois que ce qui le caractérise, Saint-Exupéry, je crois que c'est resté un enfant, tout simplement. Et parmi les ouvrages qu'il a écrits, il y en a un qui vous a plus plu que d'autres? Oui, alors moi je suis pas. Je crois que la Terre des Hommes, il y a vraiment un moment où il explique qu'il sort d'ici, il est 3 h du matin, pour la première fois on lui confie une mission, c'est-à-dire que pour la première fois il est censé partir en avion, voilà, amener du courrier, et il explique qu'il se fait réveiller à 3 h du matin, et là il est mélangé un petit peu avec tous les gens qui sont dans l'omnibus, dans le tramway qui les amène. Et j'aime bien cette description-là parce qu'il décrit vraiment tout ce qui fuit, c'est-à-dire les gens de l'administration poussiéreuse et tout. Et lui s'en va pour d'autres contrées, pour d'autres aventures. Et je trouve ce passage magique. Il était 3 h du matin quand on me réveilla. Je poussai d'un coup sec les persiennes, observai qu'il pleuvait sur la ville et m'habillai gravement. Une demi-heure plus tard, assis sur ma petite valise, j'attendais à mon tour sur le trottoir luisant de pluie que l'omnibus passe à me prendre. Et le pilote de ligne, mêlé aux fonctionnaires, ne se distinguait d'abord guère d'eux. Mais les réverbères défilaient, mais le terrain se rapprochait, et ce vieil omnibus, branlant, n'était plus qu'une chrysalide grise dont l'homme sortirait transfiguré. Retour ici en direct depuis l'envol des pionniers à côté de Montaudran, dans le secteur de Montaudran pour être tout à fait exact. Avec nous deux nouveaux invités, Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse qu'on ne présente plus. Bonjour monsieur le maire, bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-Baptiste Desbois, vous êtes le directeur général de l'envol des pionniers. On est donc chez vous ici et je vois que vous avez mis une écharpe de pilote de l'époque. C'est bien, vous êtes raccord. Alors bonjour. avant de parler avec vous messieurs, on va retourner avec Frédéric Fraisse. Fred, je crois que vous vous prenez pour un pilote, mais vous savez que c'est pas donné à tout le monde, ça. Eh bien si, Pierre-Jean, ici c'est donné à tout le monde et même à moi. Et croyez-moi, il vaut mieux que je me limite à ce genre de simulateur, plus adapté aux enfants qu'à mes grandes jambes d'ailleurs. En tout cas, je me prends pour un mermoz à tenter de maintenir cet avion stable avec un manche à balai et un palonnier. Croyez-moi, ça n'a rien d'évident alors que les conditions météo pourtant sont très favorables. Je crois, Pierre-Jean, d'ailleurs que, oui c'est ça, je viens de me cracher. En beauté, je vais laisser ça à des pilotes plus chevronnés. Tu veux y aller? Ouais, alors, tu seras meilleur que moi. Moi, je vais prendre le temps de vous parler de navigation parce que piloter, c'est une chose, encore faut-il savoir. On y va et pour ça il y a bien sûr la navigation. On a à disposition, on va appeler ça une table de navigation avec les 3 instruments qui étaient à disposition des pilotes avant l'arrivée de la radio. Une boussole, un instrument pour calculer la vitesse, un chronomètre, voilà. Et tout ça permettait donc de se repérer. Là il s'agit d'évaluer la distance parcourue. Est-ce que Victor, tu as réussi cet exercice? J'ai pas vraiment réussi, c'était un peu dur. À l'époque aussi, c'était très dur, rassure-toi. Comment tu trouves le musée avec tous ces ateliers qui permettent de s'amuser, de bien comprendre l'histoire? Je l'aime bien, c'est un peu dur des fois les exercices, mais c'est bon. J'aime bien. C'est rigolo quand même. T'arrives à comprendre ce qu'était la vie des pilotes à l'époque? Oui, j'ai compris que c'était très dur d'être pilote avant. Très dangereux, très dur à cause de quoi? À cause de la navigation par exemple? Oui. Merci beaucoup. Manifestement, Pierre-Jean, les enfants d'aujourd'hui sont plus à l'aise avec un smartphone qu'avec une boussole, mais il faut dire que la navigation et le pilotage ont aussi bien évolué depuis l'époque. Plus à l'aise que vous aussi, peut-être, Frédéric. Voilà. Alors, il y a ce qu'il y a à voir à l'intérieur, mais il y a aussi ce qu'il y a à voir à l'extérieur. Ici, il y a la piste, bien sûr, la piste des géants, mais à côté d'elle également, une très bonne idée, une espèce de jardin qui retrace les différents paysages que traversaient les pilotes de l'Aéropostale, du Maroc au Sénégal, en passant par la Mauritanie, mais aussi le Brésil, l'Argentine et même le Chili. L'occasion pour nous de découvrir ce que ces pays pensent aujourd'hui de l'aventure aéropostale. Il existe d'ailleurs une association des maires des villes étapes de l'Aéropostale, dont fait partie bien sûr Jean-Luc Moudinque. Et certains de ses représentants étaient à l'inauguration du musée ce jeudi. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Tarfaya Cap Juby, c'est le seul endroit qui bat toujours au rythme de l'Aéropostale. Il y a tout, il y a la piste d'atterrissage, il y a le fort espagnol, il y a le sable, il y a les étoiles, il y a le désert, donc rien n'a changé. C'est toujours au service de l'humanité. Un désert qui aurait inspiré Saint-Ex? Effectivement, c'est entre désert et mer que Saint-Ex a écrit Le Petit Prince. C'est là où il a eu l'inspiration. C'est donc l'impact du désert sur un jeune Français qui nous a fait sortir
le petit prince qui vit là-dedans de chacun de nous. A história da Aeropostale em Florianópolis est muito forte. L'histoire de l'aéropostale est très forte chez nous, à Florianópolis. Les pilotes de la ligne étaient en fait installés aux abords de la ville, dans un lieu qui s'appelle Camp Pêche. Les pilotes y ont établi une vraie communauté de vie avec les pêcheurs locaux, et ce lien existe encore aujourd'hui, particulièrement grâce à Saint-Exupéry et son histoire du Petit Prince. Tellement qu'aujourd'hui encore, quelqu'un qui vient de ce village, eh bien on l'appelle un petit prince. Aujourd'hui encore, traverser la cordillère des Andes reste un véritable défi. Les avions modernes ont toujours des difficultés à la traverser. Il y a souvent beaucoup de vent, l'avion secoue ses passagers, ce qui nous rapproche finalement de ces pionniers. On peut vraiment imaginer ce que cela signifiait à l'époque. Jean-Luc Moudinque, on le voit, l'aéropostale reste bien présente dans des villes qui sont pourtant situées très loin de Toulouse. Est-ce que la ville rose n'a pas un peu tardé quand même à rendre hommage à ceux qui sont à l'origine de cette vocation aéronautique? Oui, ça a été un combat de 15 ans que j'ai mené, qui a été mené par les familles des pionniers, par des associations de passionnés, pour que la mémoire ne disparaisse pas. Air France est partie d'ici en 2003, elle a installé son centre industriel de révision à Blagnac. Un projet urbain a vu le jour et donc il a fallu se battre pour qu'il y ait un espace de mémoire et qu'on n'oublie pas ces heures qui ont été à la fois très glorieuses, mais aussi tragiques parfois, mais si importantes pour l'histoire de Toulouse, parce que Toulouse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, la capitale européenne de l'espace et de l'aéronautique, s'il n'y avait pas eu, ici, à Montaudran, il y a un siècle, tous ces pionniers. Et je crois qu'on a besoin d'avancer vers l'avenir, bien sûr. On prépare à 2 pas d'ici un pôle de compétitivité sur les métiers de l'aéronautique et de l'espace, mais il y a une inspiration, et l'inspiration de la base, elle est ici. Alors, j'imagine que ce projet a coûté pas mal d'argent, donc on a une ambition pour ce musée. Jean-Baptiste Desbois, quelle est cette ambition pour ce musée de l'aéropostale? On sait qu'il y a déjà Aéroscopia, les ailes anciennes dans le secteur de Blagnac, la Cité de l'Espace qui n'est pas très loin, dont vous vous occupez également. Alors, où va se placer l'envol des pionniers dans ce schéma? Déjà, un premier point peut-être qui répond à l'ensemble de cela, c'est qu'on a toujours 2 grands sujets par rapport à ça. C'est l'attractivité, c'est-à-dire donner envie au public de venir, et de venir non pas seulement à l'envol des pionniers, mais également, vous l'avez dit, à la Cité de l'Espace, à Aéroscopia, notre collègue avec lequel nous travaillons déjà, en tant que Cité de l'Espace, mais bien sûr bientôt en tant qu'envol des pionniers, avec la Halle de la Machine, nos collègues de la culture scientifique du Muséum et du Quai des Savoirs également. Et puis donner envie de découvrir à travers ça le patrimoine de Toulouse, cette ville exceptionnelle finalement, et qui est née sur cette base notamment aéronautique et spatiale. C'est l'attractivité. Et puis deuxième dimension, on l'a vu à travers votre reportage à l'instant, c'est le rayonnement. Toulouse est une ville internationale qui est reliée au plan international, et comment un équipement comme celui-ci va aussi permettre de rayonner, de faire rayonner encore plus la ville, le territoire, la région. Allez, je reviens avec vous dans quelques instants, messieurs, mais on retourne une dernière fois, on retrouve une dernière fois Frédéric, je vais y arriver. Frédéric, vous êtes dans la salle temporaire des expositions. Une salle qui présente pour l'ouverture des affiches liées à l'histoire de l'aviation, des affiches commerciales ou des affiches de films comme celle au grand balcon qu'on évoquait tout à l'heure avec Art Mengo. C'est par cette salle que les visiteurs terminent leur visite, et c'est à l'un d'eux que l'on va demander ce qu'il en a pensé. Bonjour, comment avez-vous trouvé cette visite à l'envol des pionniers? Moi, je découvre en fait les établissements Latécoère, et donc je connaissais déjà Air France qui était installé à Montaudran donc dans les années 80 jusqu'aux années 2000, et donc là je fais une découverte des ateliers Latécoère, et donc je suis enchanté de la visite. Et venez, on va s'avancer un petit peu pour découvrir aussi les autres affiches. Est-ce que justement cet envol des pionniers vous permet de bien vous rendre compte de cette histoire de l'aéronautique, de ces héros? Ah oui, ouais. Moi je trouve très bien. Donc oui, on découvre toute l'épopée, et donc c'est très bien présenté, très convivial, et donc je suis complètement enchanté. Qu'est-ce qui vous a en particulier plu? Surtout les différents pionniers, en particulier l'histoire de Saint-Exupéry et le film qui lui est consacré dans un des endroits du musée. Donc un public d'ores et déjà conquis pour cette première journée d'ouverture. Merci à vous. Et voilà, Pierre-Jean, vous l'aurez compris, donc le public qui est content de sa visite. Le public est content. Est-ce que le maire aussi est content du résultat final? Oui, je suis content parce que effectivement c'est un succès populaire,
à la fois pour ceux qui ont partie liée à cette histoire, hein, tous ceux qui ont travaillé ici ou dans les usines qui ont succédé à l'époque des pionniers, et puis les jeunes, parce qu'il faut transmettre cette mémoire. Et ce qu'il faut retenir de la période des pionniers, c'est les valeurs. Les valeurs, pour aujourd'hui, elles sont tout à fait actuelles. Le courage, le dépassement de soi, le sens du collectif, la foi dans le progrès scientifique. Et on a la chance d'exposer tout ça. Ça nous inspire pour aujourd'hui. Et puis c'est une très très belle carte de visite, à la fois culturelle, culture scientifique et touristique. C'est donc un très bon atout pour Toulouse. Jean-Baptiste, ça fait une grosse pression quand même pour vous, il faut réussir ce pari. Les enfants seront bien sûr au cœur de vos objectifs. Les enfants, alors à la fois les familles de manière globale avec les enfants et puis les scolaires aussi, hein, puisque nous avons un partenariat notamment avec le rectorat pour là aussi avoir des visites spécifiques pour ça. Mais c'est vraiment une visite famille, on va dire. Hein. C'est quelque chose qui va nourrir un petit peu l'imaginaire et l'intérêt de l'ensemble des familles, des petits et des grands. Donc on est effectivement très mobilisés. La pression, bah, écoutez, c'est notre métier de tous les jours, d'une certaine manière. On a une équipe extrêmement mobilisée et extrêmement, comment dire, mobilisé, oui, vraiment dynamique, avec beaucoup de passion, parce que on gère avec, je crois, beaucoup de passion déjà la Cité de l'Espace. On a envie, et on a déjà démarré là, avec ces journées portes ouvertes, on a envie de partager maintenant cette passion de manière encore plus large à travers ce nouvel équipement. Bien, écoutez, en tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous pour nous faire partager votre engouement autour de cette aventure de l'Aéropostale. J'espère que chez vous, cette aventure vous a également touché et que vous viendrez sans doute ici à l'envol des pionniers pour découvrir la coulisse de cette aventure incroyable qui a donc débuté il y a un siècle, juste, jour pour jour, c'était le 25 décembre 1918. Quelques remerciements avant de se quitter. Remerciements à Sébastien Poncin, le président de l'association, qui nous a permis de voler dans le Breguet 14 que vous avez vu juste avant le générique, ainsi que son pilote, Luc Gimazan. Merci également au musée Latécoère de Biscarrosse, qui nous avait prêté les bottes et le casque de Pierre-Georges Latécoère, qu'il portait lors du vol inaugural de la compagnie Aéropostale. Merci également à la Fondation Latécoère. Merci aux équipes de la communication du musée. Merci également à François Reboul pour ces images de drone. Il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi sur France 3. Et comme on dit généralement dans Carnet de vol, bon vol à toutes et à tous. Messieurs, on monte dans un avion bientôt? Peut-être? Ce sera avec plaisir. Monsieur le maire avait déjà volé dans le Breguet 14, vous avez déjà testé et je crois que ça vous a pas mal plu. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Bonne suite des programmes sur France 3. Mais les plus belles font le dos rond, serrées dans la soute à bagages. Tous ces petits mots, ces longs courriers, ces bouts de phrases que je trimballe, ces sacs de news un peu timbrés, ou plein de prénoms, brinque-balles. Mes lignes oublient le facteur chance. Je garde un œil sur les rivets.